Une voie d'eau entre la Méditerranée et la mer Rouge, une idée déjà mise en œuvre par les pharaons. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous actuellement en ligne M. Simon Sawyer, expert en tourisme, qui va nous jeter la lumière sur cette voie, ou plutôt le canal de Suez. Bonjour, M. Simon Sawyer. Bonjour. 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 Tout d'abord, le canal de Suez a repris la vieille idée de relation par voie d'eau entre les deux mers, la Méditerranée et la mer Rouge, qui était déjà mise en œuvre dans l'Antiquité par les pharaons. Commentez, s'il vous plaît. Alors, nous ici, on peut parler de la chronologie des plans et des projets qui ont été pour relier la Méditerranée orientale avec la région de la mer Rouge. Et d'ici que l'Égypte a lancé des canaux d'eau qui ont précédé le canal du Suez. Les premiers travaux sont estimés pour le 19e siècle avant Jésus-Christ. Et là, on a le pharaon égyptien Nekau qui a commencé un canal, et pour cela, il a abandonné plein de choses dans son pays pour concentrer ses ressources pour ce sujet. Et ça, c'est selon l'écriture d'Hérodote, qui a même déclaré que 120 000 personnes ont plutôt perdu leur vie pendant les efforts de construction de ce canal durant ce temps-là. Et on a l'empereur perse Darius le Grand qui a conquis l'Égypte et qui a fait un canal reliant les affluents du Nil à la mer Rouge. Et là, on a une largeur de 25 mètres. Et Hérodote, il a bien parlé de cela, aussi bien que le pharaon macédonien Ptolémée II Philadelphe, qui a bien creusé un canal dans la zone. Et d'ici, on repère que les travaux en Égypte ont été d'une façon continuelle, parlant d'un terme ancien qui est le canal des pharaons. Alors, le canal des pharaons, qui a assuré la liaison du Nil à la mer Rouge, il a été vraiment la plus belle chose que nous avons réalisée avant le canal du Suez. Et on parle d'une zone qui s'appelle Wadi Tumilat. Et le canal, il a assuré les échanges directs entre la mer Rouge et la Méditerranée. Et là, on a une belle écriture qui parle qu'on a réalisé un commerce avec les pays de Punt, depuis Pélouse, qui est proche de l'actuel Port Saïd, jusqu'à Bobastis, qui est aujourd'hui Zakazik. Et la remontée du Nil se faisait par la branche orientale du fleuve, de Bobastis, un premier canal qui a mené au lac Amer, d'où une seconde voie, d'où rejoignait jusqu'à la mer Rouge. Oui. Et c'est ainsi connu selon les époques. Et là, on parle Nekau, Darius, Ptolémée aussi bien que Trajan. Alors, historiquement, l'histoire initiale du canal n'est pas connue, on peut dire avec une certitude absolue, mais la beauté démarre avec l'époque de Sésostris. Et plein d'auteurs grecs et romains, comme par exemple Aristote, Strabon, Pline l'Ancien, et on parle en ce moment d'un percement au 19e siècle. Sésostris, il nous a laissé des écritures sur le temple de Karnak qui témoignent l'existence du canal. Siti Ier, 1380 avant Jésus-Christ, dans le temple, il a bien mentionné. Et là, seule la partie occidentale qui est Wadi Tumilat, qui est une vallée bras du Nil vers le delta. Quand on a fait ces travaux de creusement, on a pu faire une liaison. Et là, cette liaison n'est pas uniquement commerciale, mais aussi bien elle est culturelle. Et on a trouvé des fragments, comme par exemple une stèle qui a été retrouvée près de Québec et qui est exposée aujourd'hui au musée du Louvre, qui parle des travaux. On a une très belle écriture aussi bien de l'époque de Darius, et qui parle que le grand roi, il a confié à un géographe et pour réaliser une route maritime vers l'Égypte. Et l'utilité du canal est indiscutable. Et là, il a remis en état
la voie d'eau de Nekao. Et de là qu'on trouve des travaux desquels on a une grande gloire, car l'époque des Ptolémées, comme Alexandre le Grand, à son passage en Égypte, il en a parlé aussi bien de ces projets, ça veut dire les ports phéniciens qui ont été détruits durant la conquête, le canal qui a été réalisé, il a remplacé le commerce. Alors là, Ptolémée II, quand il a achevé les travaux après Alexandre le Grand, il nous a laissé des merveilles, et même on trouve une écriture d'une installation des écluses pour couper les marées. Alors les ports de la mer Rouge sont rééquipés et de nouveaux mouillages sont aménagés et on développe depuis ce temps tous les travaux de communication entre les deux. Par exemple, on a à l'époque musulmane, en 639, le gouverneur d'Égypte, Amr Delas, il a fait restaurer l'antique voie d'eau afin de ravitailler les villes saintes de l'islam, la Mecque et Médine. 130 ans plus tard, le canal est comblé par le calife abbasside Abou Gafar el-Mansour, qui compte ainsi d'affamer Médine. Alors, nous, on trouve une sorte de révolution dans ce point. Alors, le bras oriental du Nil se déporte vers l'ouest et les lacs centraux s'achèvent progressivement. Et le canal, à cette époque, devient juste un souvenir, mais les travaux ont repris. Et on a une adresse de mémoire, à cette époque, on parle du XVIe siècle, qui parle d'un lac méditerranéen avec un grand dynamisme, et que les Turcs ont réalisé encore une fois un canal reliant le Caire à Suez. Et on trouve aussi bien une mémoire adressée à celui qui est le premier ministre d'Henri IV, un Marseillais, et il parle qu'on pourrait creuser de nouveau le canal de Suez au Caire. Et là, 1680 à peu près, on a un autre exportateur, c'est M. Jacques, qui en parle de ces travaux qui ont été récupérés par Bonaparte durant la campagne d'Égypte et qui a bien voulu relier les deux mers. Ici, on comprend très bien l'importance historique et que l'Égypte, depuis le temps, a toujours assuré la liaison entre les deux mers. Le creusement, on peut dire, un travail continuel, sans cesse, sans arrêt, comme le fait le canal pharaonique, canal ptolémaïque, canal romain à l'époque de Trajan, canal islamique à l'époque de, comme on l'a bien mentionné, 640. Là, l'histoire ne s'arrête pas pour ce canal, pour l'évolution et l'aide qui a donné. L'Égypte, aujourd'hui, n'a pas arrêté. Elle continue toujours ses projets. Vous avez bien vu que bientôt, on va y avoir la fête pour le nouveau canal. Cette construction qui a été pour plus que 60 km, l'approfondissement qui a eu lieu, l'élargissement des contournements des grands lacs amers, aussi bien que les 37 km qui ont été creusés, le canal en parallèle qui a été réalisé, on peut dire on a doublé aujourd'hui même les travaux de nos précédents. On a réalisé des voies navigables, on a facilité la circulation dans les deux sens, on a diminué le temps d'attente des navires, on a réduit le temps nécessaire pour le trajet d'un bout à l'autre le canal, on a augmenté la capacité numérique de la voie d'eau, on a fait des prévisions de merveille. Les projets sont d'une importance qui marque le commerce mondial. L'Égypte a coopéré à cette compétition et nous, on a arrêté toutes les autres routes alternatives par l'efficacité que nous, on a pu réaliser. Alors, nous, on est très positifs. Et l'Égypte, c'est vrai qu'elle a reçu un revenu national grâce à ça, mais on a des buts d'améliorer la planète Terre. On a des objectifs pour aussi bien les autres pays. On a pu les aider à faciliter leur commerce, à diminuer leurs prix, à faire, on peut dire, un passage facile à leurs bateaux. Le monde entier doit être en reconnaissance
pour ce qu'on a de fait pour eux. l'Égypte, oui, et de ce canal de Suez. Monsieur Simon Sayer, expert en tourisme, nous vous remercions infiniment pour ces explications. Et on se retrouve tout de suite après cette petite pause.